Partons à la rencontre de ces animaux qui constituent le nouvel Eldorado du médicament. Ils sécrètent des molécules qui intéressent beaucoup l'industrie pharmaceutique en panne d'innovation. Un reportage de Jean-Daniel Bonenblust et Sophie Gabu. J'ai un diabète 2, diabète sucré depuis environ 25 à 30 ans. Maintenant, je prends un traitement, c'est un traitement par piqûre, une fois par semaine. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, ma chère. Ça va bien? Il y a environ 2 ans, j'étais déjà sous insuline et puis j'arrivais plus à maîtriser comme il faut. Donc j'avais pris énormément de poids, ça n'allait plus du tout. Avec des taux de glycémie très élevés, donc taux de sucre très élevés. Et c'est là qu'elle m'a mis sous ce traitement. Et au bout de quelques mois, ça a tout régulé. J'ai un très très bon taux de sucre dans le sang depuis presque 3 ans maintenant plutôt. L'aiguille qu'on Arlette visse Yatta dessus a vu sa vie changer le jour où pour son médecin lui enlever. a proposé un nouveau Voilà, alors traitement donc on contre le enlève le diabète. capuchon. Son nom, le Et il y a Byetta, un l'aiguille. médicament aux origines plutôt exotiques. Je sais que ça vient de la salive d'un lézard au départ, mais je ne sais pas plus. On dirait les dragons de Komodo. Ça ressemble en tout cas. Oui, c'est impressionnant. Hein? Ça fait un peu préhistoire. C'est la préhistoire au service de la médecine moderne. Voilà. On peut dire comme ça, oui. J'ai un peu pitié de lui parce que probablement on a dû l'utiliser pour faire des expériences. Mais c'est vrai, du point de vue du bénéfice que ça m'apporte à moi, ou je sais aussi à d'autres personnes, voilà, je lui dis merci. Ceci est un éloderme, connu aussi sous le nom de monstre de Gila, dont le venin a déjà permis de mettre au point un traitement contre le diabète. C'est un lézard qui vient des États-Unis. Celui-ci vient du Nevada. À 1 heure de Bruxelles, la société Alpha Biotoxine est spécialisée dans l'élevage d'animaux venimeux à fins thérapeutiques. Dans cette ferme pas comme les autres, Rudy Fourmi collecte régulièrement le venin de ses petits protégés. Dans le métier, on appelle ça la traite. Les limites, on les repousse à chaque fois. On a commencé à produire des venins avec les serpents, ça c'est très facile. C'est aussi facile que de traire une vache. Pour moi, c'est même d'ailleurs plus facile que de traire une vache. Après, traire des scorpions ou des araignées, c'est un petit peu plus complexe. Les techniques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on a repoussé, nous, les limites du laboratoire Alpha Biotoxine aux organismes marins tels que méduses et anémones, des techniques tout à fait nouvelles. Et on travaille aussi sur l'infiniment petit, à savoir des tiques ou de très petites araignées de moins d'1 centimètre. Les anticoagulants tirés des sangsues sont connus, tout comme l'insuline du porc. Le monde des venins, lui, est encore un mystère. Aujourd'hui, les toxines d'origine animale suscitent l'intérêt d'une industrie pharmaceutique en panne d'innovation. À titre d'exemple, le Byetta, issu du monstre de Gila, a rapporté près d'1 milliard de francs à AstraZeneca. On va rester là pour celui-ci. Donc ceci est un cobra de Thaïlande. On va essayer de le faire sur le bord du verre. Après avoir prélevé la substance toxique sécrétée par l'animal, Rudy Fourmi la purifie et la conditionne pour les laboratoires de recherche et la pharma. Les venins, une fois extraits, sont lyophilisés et on va obtenir une poudre, un venin sec, qui va être très très stable, qui va garder toutes ses capacités biologiques. Certaines toxines pures coûtent 100 000 à 1 million de francs le gramme, bien plus que le diamant. Mais seules des quantités infimes suffisent aux chercheurs qui les étudient. Avec une toute petite goutte de venin qui peut faire autant de dégâts, on peut renverser un peu la vapeur et peut-être soigner des maladies qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé de remède.
On travaille dans le domaine du cancer, dans le domaine de l'obésité, dans des domaines très variés, des maladies orphelines également. Et là, il y a des challenges très intéressants. Alpha Biotoxine est aujourd'hui le principal fournisseur d'un grand projet de recherche européen sur les toxines animales, Venomix. Une partie de ces laboratoires est au centre de recherche nucléaire de Sarclay, proche de Paris. Ici, nous avons le résultat final de Venomix, où nous avons produit 3600 toxines. Alors, ces toxines proviennent d'araignées, de cônes, de serpents, mais aussi d'animaux un peu plus exotiques comme des mille-pattes, pieuvres, varans, abeilles, frelons. Venomix regroupe 7 laboratoires de différents pays. Ensemble, ils ont constitué une banque de 25 000 toxines tirées de 200 animaux venimeux. C'est juste la dernière étape. But visé, découvrir de nouveaux médicaments. Beau, c'est tout jaune pour une fois. Au centre de recherche, Nicolas Gilles et son équipe ont réussi à reproduire de manière synthétique 3600 toxines. Le processus consiste à reconstituer la toxine naturelle dans un bioréacteur en copiant ses composants. Ce procédé permet de s'affranchir de la source originale et donc d'épargner les animaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans un venin, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 40 millions de toxines sur notre planète. Si on considère à peu près 200 à 300 toxines par venin et 170 000 espèces venimeuses, ça nous fait une banque de 40 millions. Et sur les 40 millions, on en connaît 4 ou 5 000. Donc en fait, on connaît très très peu de choses. Et même dans un venin qu'on étudie depuis très longtemps, on connaît à peine 10% de ce qu'il révèle en termes d'activité biologique. Ce que le laboratoire a mis en évidence, c'est l'efficacité des molécules naturelles tirées des venins. Une fois synthétisées, les toxines d'origine animale sont criblées, une méthode qui permet d'identifier celles qui ont un potentiel pharmacologique sur l'organisme. Cette méthode est également pratiquée par l'industrie pharmaceutique avec les centaines de milliers de molécules artificielles qu'elle fabrique. Mais les résultats, eux, diffèrent. Quand on part sur un produit naturel, il y a plusieurs avantages. D'abord, la molécule, elle est stable et elle a une activité pharmacologique, puisqu'on va partir du principe que la nature ne fait rien pour rien. Et sur les résultats qu'on a obtenus nous ici, à partir de la banque de toxines Venomix, on a eu un taux de succès de 4%. Donc 100 fois plus de taux de succès qu'avec une banque artificielle. Ce qui montre bien que les molécules naturelles sont évidemment beaucoup plus efficaces que les molécules artificielles. Ces molécules naturelles auraient un effet plus ciblé et induiraient donc moins d'effets secondaires. Exploiter les ressources développées par l'animal pour soigner l'homme. L'idée ne date pas d'hier, mais qu'en pense le pharmacologue ? Pharmakon, en grec, c'est un mot qui signifie, c'est le même mot pour le poison et le médicament. C'est toute substance active. Alors, c'est formidable d'observer comment la nature a développé des armes, des contre-armes, des protections, et que précisément ces développements qui sont dus à l'évolution peuvent être exploités pour inventer des nouvelles solutions thérapeutiques. C'est assez excitant, je trouve. Mais malgré tout, je m'attends à ce qu'il reste, même dans ces médicaments d'origine animale, d'origine biologique, un grand taux d'attrition, c'est-à-dire un grand pourcentage des molécules auxquelles on commence à s'intéresser et puis qui finalement ne donnent rien d'une fois qu'on a essayé de les développer comme médicaments. Chez Venomix, on reste plutôt optimiste. L'équipe de Nicolas Gilles a identifié une molécule active contre la polykystose rénale, une maladie orpheline qui touche une personne sur 1000. C'est une toxine qui provient du mamba vert, c'est un serpent africain, un très grand serpent africain, qu'on étudie au laboratoire depuis de nombreuses années. Et cette toxine-là agit spécifiquement sur le récepteur au niveau du rein. Et les premiers essais sur un animal modèle, une souris qui développe spontanément la polykystose, a permis de démontrer que c'était efficace. Et très récemment, on a signé un accord de collaboration avec une société pharmaceutique française qui s'appelle Aguetan Pharma. Et on joint nos efforts communs pour initier le développement thérapeutique de cette toxine, en espérant que d'ici 2 à 3 ans, on fasse les premiers essais chez l'homme. Venomix intéresse l'industrie pharmaceutique. Le groupe Sanofi projette d'acheter la totalité de la banque de toxines.
Aux quatre coins du monde, ce sont de petites entreprises biotech qui travaillent sur les toxines d'origine animale. Quand elles les jugent potentiellement rentables, les grandes industries pharma rachètent ces découvertes et exploitent les brevets. Le problème, c'est que la source de nouveaux médicaments et de nouveaux profits provient d'un des milieux les plus menacés de la planète sur le plan écologique, la mer. Sur la planète bleue, un organisme très complexe structure les récifs, vit en colonie et abrite une riche biodiversité, les coraux. Bien qu'ils occupent une petite superficie, les coraux abriteraient un réservoir insoupçonné de molécules d'intérêt. C'est ce champ de recherche qu'explore la société marseillaise Coral Biome. De par leur mode de vie, les coraux sont un modèle très intéressant parce que ce sont des animaux qui vivent fixés, qui ne peuvent pas, quand un prédateur se présente, s'échapper comme le ferait un poisson ou un autre animal. Donc ils ont dû développer au cours de l'évolution des mécanismes de défense tout à fait particuliers. Et ils développent ces mécanismes depuis environ 350 millions d'années. Donc on peut dire que ce sont passés des maîtres dans l'art de se défendre par voie chimique. Ce mécanisme de défense conduit aujourd'hui les chercheurs à étudier avec soin cet animal marin. Et celui qui les intéresse le plus n'est pas le plus chatoyant, le palitoa. En biologie, il n'y a pas besoin d'être beau pour réussir. En fait, le palitoa est un corail qui a vraiment misé sur la diversité chimique pour se défendre de ses prédateurs. Et on sait qu'il y a une énorme diversité au niveau des molécules. Pour moi, personnellement, c'est le potentiel médicament. On est sur un corail qui synthétise une molécule qui a des propriétés incroyables. Ce corail tropical produit en grande quantité une toxine qui captive les chercheurs, la palitoxine. Les essais de laboratoire montrent que la palitoxine parvient à détruire les cellules cancéreuses de l'organisme humain, ce qui permet de l'envisager pour des traitements médicaux. On n'imaginait pas que son activité serait aussi puissante, entre guillemets. C'est une activité anticancéreuse qui est assez surprenante dans la mesure où elle permet de cibler différents types de cancers. Ça a été mis en évidence sur 3 lignées type leucémique, mais également sur des cancers solides, par exemple des cancers du cerveau, des cancers du poumon, et plus récemment des résultats sur le cancer de la prostate. En collaboration avec Jean Lorquin de l'Institut public de recherche pour le développement, l'activité de la palitoxine a été mise en évidence. Après avoir réussi à purifier cette molécule, il a concentré ses recherches sur le dosage avec l'aide d'une équipe d'oncologues. À dose homéopathique, on va dire, infinitésimale, elle va tuer, elle ne sera plus toxique, mais elle va être capable de tuer les cellules cancéreuses de différentes lignées cellulaires que nous avons testées au niveau du laboratoire. Je crois que c'est une des toxines les plus remarquablement efficaces qu'on puisse trouver dans la nature à l'heure actuelle. Détruire des cellules cancéreuses en épargnant les saines. C'est tout l'enjeu des traitements contre le cancer. La plupart des chimios qui sont aujourd'hui utilisés ont un différentiel de 10 à 100 entre la toxicité sur les cellules saines et sur les cellules cancéreuses. Par des mécanismes qu'on est en train d'élucider en ce moment, on se rend compte que la palitoxine est extrêmement plus toxique sur les cellules cancéreuses. En laboratoire, la palitoxine se révèle 1 million de fois plus efficace sur les cellules cancéreuses que sur les cellules saines. La molécule corallienne élimine les cellules malignes en les poussant au suicide, un phénomène naturel de défense du corps appelé apoptose. Il semblerait que la palitoxine attaque exactement là, en les encourageant à aller dans ce suicide cellulaire qu'on appelle apoptose, alors que les cellules saines sont beaucoup moins sensibles. À l'autre bout de Marseille, un hôpital est particulièrement concerné par ces recherches. L'Institut Paoli-Calmette est l'un des principaux centres français spécialisés dans le cancer. On y analyse les tumeurs prélevées sur les patients du matin au soir. Ici, certains oncologues considèrent avec intérêt le mécanisme d'action de la palitoxine. C'est extrêmement important d'avoir cet effet différentiel entre les cellules saines d'une part et les cellules cancéreuses. Parce qu'en effet, il n'est pas suffisant de détruire efficacement les cellules tumorales. Il faut que ces médicaments puissent être tolérés par l'organisme et que donc, d'une manière ou d'une autre, ces molécules respectent les cellules saines. Mais utiliser un poison violent d'origine animale pour soigner, même à dose infime, n'est-ce pas un peu risqué ? La vie de thérapeute repose sur des médicaments qui ont longtemps été considérés comme des poisons. Donc,
une des classes emblématiques des chimiothérapies anticancéreuses porte même le nom de poison du fuseau, parce qu'elle empoisonne le fuseau qui permet la division des cellules. Donc, le fait qu'on ait affaire à une toxine d'origine animale et que ce soit quelque chose de supposé toxique n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on arrive à l'utiliser à des doses qui permettent de déployer son efficacité sans avoir d'effets secondaires. Mais comment amener la palytoxine à agir efficacement contre les cellules cancéreuses sans attaquer les autres cellules de l'organisme? En mobilisant nos gardes du corps naturels, les anticorps. Si on arrive à coupler la toxine à ces gardes du corps, ces gardes du corps qu'on appelle anticorps vont donc aller sur le site de la tumeur, aller distribuer la toxine sur place. Donc on a beaucoup moins d'effets périphériques secondaires sur le reste de l'organisme et on peut agir beaucoup plus efficacement sur le cancer à des doses beaucoup plus diluées. Stratégie basée sur les anticorps. Bonjour. Nouveaux traitements thérapeutiques. En matière de cancer, les attentes sont fortes. La situation dans laquelle nous avons le plus besoin d'avancées significatives, c'est la situation des maladies avancées, des maladies métastatiques. Ces maladies métastatiques, elles concernent les cancers du sein, les cancers du poumon, mais également les cancers prostatiques et d'autres localisations qui ont une très grande propension à se généraliser, comme les cancers pancréatiques ou encore certains cancers cutanés très agressifs. Et donc il ne faut pas se fermer de porte. Il faut essayer d'être le plus large possible dans la recherche des candidats médicaments. Coral Biome est en discussion avec plusieurs entreprises pharmaceutiques souhaitant rester anonymes pour développer un traitement basé sur la palytoxine. Ça prend généralement très longtemps. Ça peut prendre jusqu'à 14 années de développement pour mettre un médicament sur le marché. Donc oui, j'espère sincèrement qu'un jour, une molécule comme la palytoxine pourra arriver sur le marché parce qu'elle sera susceptible de soigner des dizaines de millions de personnes. Donc effectivement, c'est très intéressant. Après, on est convaincu du fait qu'il y aura d'autres médicaments à extraire des coraux à terme. Le laboratoire marseillais cherche maintenant à comprendre comment le corail parvient à créer cette palytoxine. Le but étant d'en produire en grande quantité, en partenariat avec des fermes d'élevage de coraux en mer. Des essais précliniques sont prévus dans le courant de l'année. Pas besoin d'aller loin au large ni profond dans les océans pour faire des découvertes étonnantes. C'est en observant de près la plage qu'une équipe de chercheurs a mis la main sur le secret d'un petit animal très commun. Il possède une particularité physiologique qui pourrait apporter à l'homme une aide extrêmement précieuse. Sur cette plage de Bretagne vit un animal vieux de 450 millions d'années. Donc ici, en fait, vous avez un ver qui s'appelle Arenicola marina de son nom scientifique, où en fait, nous en Bretagne, on l'appelle le busugue. Et ce ver, en fait, vous voyez, il est très abondant sur ces plages-là, puisqu'en fait, il colonise ces plages et sa fonction sur la zone de balancement des marais, c'est de nettoyer les plages. Bien connu des pêcheurs qui l'utilisent comme appât, l'arénicole se signale par une multitude de petits monticules qui constellent la grève. Du sable ingurgité, puis rejeté par le ver. Franck Zal, ancien chercheur au CNRS, l'étudie depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il dirige une société entièrement constituée autour d'une particularité étonnante du ver marin. Mais il y a 2 cycles de marée par jour, c'est-à-dire que cette plage va être recouverte 2 fois par jour. Et je m'intéressais à essayer de comprendre comment ce ver pouvait respirer à la fois dans l'eau et dans l'air. Et donc pour répondre à cette question de recherche fondamentale, je me suis intéressé à la respiration. Pour moi, c'était lié au sang de l'animal. Et je me suis intéressé à cet animal-là pour travailler sur son pigment respiratoire, sur son hémoglobine. La fonction première de l'hémoglobine, c'est d'apporter à l'organisme l'oxygène dont il a besoin. À marée basse, le ver arrête de respirer. Et en fait, c'est sa petite bouteille d'oxygène qui lui permet d'attendre la marée haute. Son hémoglobine pourrait avoir un rôle important à jouer en santé humaine. Cette molécule est 50 fois plus grosse chez le ver marin que chez l'humain. Outre sa capacité oxygénante, elle a la particularité d'être extracellulaire. Chez l'homme, l'hémoglobine est contenue dans les globules rouges. Chez le ver marin, elle se promène librement dans le sang de l'animal. À l'intérieur de cette hémoglobine, c'est une hémoglobine universelle.
Vous et moi, en fait, on a une hémoglobine, on a du sang. Vous avez un typage sanguin qui est ABO, Rhésus plus ou moins. Et ici, en fait, on a trouvé en fait, une hémoglobine qui n'a pas de typage sanguin, qui n'a pas de globules rouges. Par contre, qui est quasiment identique à l'hémoglobine humaine, sans les inconvénients du typage sanguin. Tout tourne autour de l'oxygène. Sans oxygène, on ne peut plus vivre. Et c'est vraiment en fait, le fluide de la vie. Donc cette molécule a énormément d'applications dans le domaine médical, mais également dans le domaine industriel. Aujourd'hui, l'hémoglobine du ver marin est au centre d'un essai clinique en cours sur l'homme. Lors des transplantations d'organes, un enjeu important est la préservation du greffon. Déposé dans une solution réfrigérée avant son implantation dans le receveur, l'organe souffre d'une carence en oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie. L'essai clinique, initié au CHU de Brest, consiste à utiliser l'hémoglobine du ver marin lors de transplantation de reins en l'utilisant comme adjuvant dans la solution de préservation du greffon. Ici, on met simplement une petite molécule dans le liquide de conservation et cette molécule a une propriété qui est enthousiasmante pour nous, c'est qu'en fait, elle libère passivement son oxygène en fonction des besoins du milieu. Donc en fait, la cellule ne prendra que ce qu'elle a envie, donc le greffon ne prendra que l'oxygène qu'il a besoin, il n'y aura pas d'excès, il n'y aura pas de carence, donc c'est une mode d'action de la molécule qui nous paraît tout à fait intéressante. Coordinateur de l'étude clinique, Yannick Lemeur est néphrologue. Régulièrement, il visite des patients obligés de venir à l'hôpital 3 fois par semaine pour une dialyse qui dure 4 heures. Comment ça va ? Améliorer la conservation des greffons en les oxygénant mieux permettrait de diminuer la liste d'attente des patients à transplanter. Ça se passe pas trop mal, c'est bien. Les essais précliniques sur animaux ont été probants. Ça va aussi. Ça va aussi. Une nouvelle ? Chez le porc, qui est en fait assez proche de ce qu'on fait chez l'humain, on a pu tester 2 conditions différentes. On a conservé des greffons de façon standard, avec les liquides de conservation habituels. Et puis d'un autre côté, on a conservé des greffons en ajoutant Hémodelife, qui est ce transporteur d'oxygène, et on a montré des résultats qui sont très spectaculaires chez le porc, des greffons qui redémarrent beaucoup plus vite, qui marchent beaucoup mieux, et qui ont beaucoup moins de souffrance. Donc tout ça, c'est effectivement des résultats qui sont très positifs, et on va faire ça pour la première fois chez l'homme. 60 personnes vont recevoir un rein avec utilisation d'hémoglobine de ver marin. Une méthode qui pourrait, si elle s'avère concluante, présager une utilisation plus large. Tout ce qui touche au sang est du ressort des médecins hématologues. Jean-Daniel Tissot est aussi doyen de la faculté de médecine de Lausanne. Il porte un regard prudent sur l'introduction d'une hémoglobine animale dans la biologie humaine. Le globule rouge, c'est un sac de magie parce qu'il y a 3 grands toxiques dedans. L'hémoglobine est très très toxique si elle n'est pas dans le globule rouge chez l'homme. Le fer est très toxique et l'oxygène est très toxique. Alors si la nature a réussi à trouver une protéine qui est capable de transporter, fixer de l'oxygène et en fonction de la situation locale de libérer l'oxygène, c'est quasiment le Graal au vrai sens du terme. Ce qui me fait toujours peur avec les protéines étrangères, c'est qu'on puisse s'immuniser. Qu'on devienne allergique à cette protéine, qu'on la reconnaisse comme étant étrangère et finalement ça va être l'impasse totale au bout d'un certain nombre de mois ou d'années après son usage. Et là, il faudra vraiment démontrer qu'il n'y a pas de réponse immunitaire. D'accord. Bon, parfait. On n'est absolument pas inquiet sur ce type d'essai. C'est une molécule globalement qui est neutre. C'est une petite protéine qui va se dégrader très rapidement et qui devrait entraîner aucun impact ni sur le greffon, ni sur le patient qui va recevoir le greffon. L'essai clinique devra d'abord prouver l'innocuité de l'hémoglobine du ver. Suivra l'étude d'efficacité de la protéine. Aujourd'hui, Emarina, la société de Frank Zahl, a déposé 52 brevets. Une autre application sera prochainement testée, l'hémoglobine de ver en poudre à inoculer. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est uniquement remplacer la fonction du transporteur d'oxygène qui est présent dans des globules rouges. Donc le globule rouge, c'est quand même important parce que sans globule rouge, on ne peut plus respirer. Donc c'est la fonction quand même qui est respiratoire qui est atteinte si on perd nos globules rouges. Et donc ça, vous imaginez une poche de 450 ml de sang de globules rouges, ça tient dans un flacon comme ça. Et donc on peut avoir un produit qui peut être amené dans toutes les zones d'accidents de la route, d'attentats, où on a besoin vraiment de sang à transfuser sur les lieux en fait, où ce produit c'est drame, quoi. Lyophilisée, l'hémoglobine se conserverait 2 ans et demi au lieu de 42 jours pour une poche de sang.
C'est fascinant de pouvoir violer l'intégrité du globule rouge et de le remplacer par une protéine. Et c'est d'autant plus fascinant si j'imagine qu'il pourrait peut-être passer dans des endroits qui paraissent bouchés pour les globules rouges. Si je pense à un infarctus, il est possible que cette hémoglobine puisse passer et malgré tout délivrer de l'oxygène en aval de la lésion. Et là, on arriverait à des thérapeutiques qui potentiellement sont géniales à des moments donnés pour des indications bien précises. Et c'est cette recherche-là, la niche dans laquelle ces types de protéines pourraient être utilisés dans le futur, ces niches-là doivent être explorées, analysées en détail et je crois que ça ouvre des potentiels. Pour ce qui est de l'approvisionnement, la question de produire l'hémoglobine de manière synthétique ne serait pas à l'ordre du jour. Emarina compte sur les réserves de verre élevées dans les fermes, car les arénicoles sont exploités en aquaculture. La production de verre, ça, moi je ne le savais pas quand j'ai commencé, c'était un marché mondial. C'est un marché mondial, pourquoi ? Ça sert à nourrir les crevettes que vous consommez. En fait, les crevettes que vous consommez, ils ne sont pas pêchés généralement dans le lagon bleu du Pacifique, ils sont élevés en aquaculture, et en fait, c'est la nourriture de base. Et c'est à partir de cette matière première-là que l'on va extraire en fait, les molécules d'hémoglobine. L'essai clinique consistant à transfuser de l'hémoglobine de verre marin à l'homme est programmé fin 2017.